Hello la famille, hello les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait des lustres que je n'ai pas fait de vidéo. Vous voyez mon visage. Si ça se passe vraiment, comme je vous dis, que moi je fais pas des vidéos tout le temps pour le plaisir ou pour des vues ou pour de l'argent, comme font les autres. Mais moi je fais des vidéos vraiment quand j'ai une information à vous donner. Donc, bienvenue sur la chaîne Sarah Moussondi pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas. Et pour les abonnés, merci pour votre fidélité, merci pour votre marque de considération. Vous savez, la fidélité, vous n'avez pas besoin de me le dire ou de m'écrire dans les commentaires, mais le fait juste que vous soyez déjà abonné montre combien vous avez de la considération pour moi. Et cela me touche énormément et c'est cette marque de fidélité qui me pousse à faire des recherches pour vous. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pour les abonnés de la page, en tout cas, restez connectés. Comme je dis, bientôt, vous allez avoir beaucoup de vidéos et beaucoup d'informations. Croyez-moi, vous serez gâtés très bientôt. On va commencer l'année 2023 avec beaucoup de bonnes choses et il y aura vraiment beaucoup de contenu sur cette chaîne. Et je sais que vous serez richement bénis par la grâce de Dieu. Et je fais cette vidéo en fait pour donner des informations parce que j'ai eu beaucoup de questions et j'allais apporter également des éclaircissements. Moi, aujourd'hui, vous voyez, je ne suis pas de l'autre côté de la caméra parce que quand je vous parle vraiment des trucs qui concernent l'immigration, j'aime beaucoup avoir le visuel, des informations pour que vous puissiez lire avec moi. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une réponse à beaucoup de questions et puis un éclaircissement aussi des informations que les gens n'ont pas. Donc ça, c'est vraiment les personnes qui sont au Canada déjà et ceux qui sont également à l'extérieur, ceux qui sont sur le point de venir. C'est vraiment des informations très bénéfiques pour vous. Si vous avez des membres de vos familles qui sont au Canada, peut-être qu'ils n'avaient pas l'information ou qui sont sur le point de venir au Canada, mais ça serait très bénéfique pour eux. Donc, le premier point que j'allais partager, c'est concernant la résidence permanente. Donc, la résidence permanente, il y a vraiment un délai pour l'avoir. Ce qui arrive au Canada, par exemple, en tant qu'étudiant, ils ont une résidence temporaire et il y a des travailleurs qualifiés également qui ont une résidence temporaire ou ceux qui viennent en tant que travailleurs qualifiés, ils ont comme la résidence permanente parce qu'ils demandent la résidence permanente. Mais ceux qui viennent en tant que demandeurs d'asile, la résidence permanente, ça peut prendre 2 ans. Donc, le premier point, comme je dis, c'est vraiment la résidence permanente. Mais avant de commencer à parler de ça, moi, je vais vraiment vous dire, je ne suis pas agent de l'immigration, je ne travaille pas pour IRCC, je ne fais pas les dossiers pour des gens, je ne fais pas les demandes pour des gens, je ne fais pas j'ai pas de procédure à donner aux gens, ni des circuits, parce qu'il y a des gens parfois qui m'écrivent, oui, j'ai besoin d'un circuit. Il n'y a pas de circuit. Le seul circuit qui est le vrai circuit, c'est vraiment une demande officielle. Passez par le site du gouvernement, vous faites une demande officielle. Le site du gouvernement, je mets toujours en barre de description le lien. Vous avez la possibilité d'aller et vraiment de tout comprendre parce que tout est expliqué là-bas. Toute l'information est vraiment là-bas. Moi, toutes les informations, je les tire là-bas. Et aussi, il y a des informations peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre, que je vais vous expliquer, ou encore peut-être par rapport à mon expérience, ou encore par rapport à mes recherches, que j'ai pu avoir ces informations-là. Donc, la résidence permanente, en fait, c'est ce document qui prouve que vous êtes ici en tant que résident permanent. C'est vraiment une carte que vous allez avoir, un document officiel. Vous n'êtes pas citoyen, mais vous êtes résident permanent. La personne qui a la résidence permanente a la possibilité de faire venir les membres de sa famille. Mais quand on parle des membres de sa famille, lorsqu'on parle d'un regroupement familial, il faut savoir que c'est pas tout le monde qu'on peut faire venir. Donc, déjà, quand vous voulez parrainer le parrainage, euh, quand vous avez la résidence permanente, si vous êtes demandeur d'asile et que vous êtes personne protégée, vous avez été accepté, vous n'avez pas la possibilité de faire une invitation. Parce qu'il y a des gens qui font des invitations et puis quand ils font des invitations, ceux qui reçoivent les invitations ont des refus, ne comprennent pas le pourquoi. Parce que la personne, en fait, qui était demandeur d'asile, qui a été acceptée et qui fait la demande de résidence permanente, quand il fait la demande, quand il fait une invitation à une personne, les IRCC peut se dire que la personne qui viendra peut également faire la demande d'asile. Vous comprenez? Euh, parce que cette personne n'a pas encore un statut de résidence permanente, même si vous avez fait la demande et que votre demande, tant que votre demande n'est pas approuvée, tant que vous n'avez pas reçu votre résidence permanente, en attendant, vous êtes d'abord personne protégée et ce statut ne vous permet pas normalement de faire une invitation. C'est l'information peut-être que vous allez avoir quand vous allez appeler peut-être des organismes ou autres, ils vont vous dire oui, vous avez la possibilité de le faire parce que vous êtes personne protégée. Mais croyez-moi, en fait,
sur les faits, la personne va avoir un refus. Et quand vous allez demander le pourquoi, ils vont pas vous écrire dans le papier, c'est parce que vous êtes encore personne protégée. Mais si vous parlez avec, vous partez vraiment en profondeur avec certaines personnes, des avocats et tout, ils vont vous dire la vraie vérité. Donc, quand vous êtes personne protégée, abstenez-vous à faire des demandes parce que c'est vraiment de l'argent que vous allez jeter inutilement. La demande, par exemple, pour la faire, quand vous faites une invitation et la personne fait la demande, la personne paye 100 $, c'est beaucoup d'argent. Vaut mieux attendre de terminer votre procédure à vous d'avoir votre résidence en ce moment-là, de faire une invitation pour qui vous voulez. Ça, c'était par rapport à la résidence. Et quand vous êtes accepté pour les demandeurs d'asile, n'attendez pas. Ne faites pas l'erreur que beaucoup font d'attendre. Faites automatiquement la demande de votre CSQ, qui est le certificat de sélection du Québec, si vous êtes au Québec. Et par la suite, faites votre demande de résidence parce que ça prend 2 ans avant d'avoir l'acceptation, avant d'avoir le traitement. Et le traitement peut être retardé également en fonction des documents. Si vous demandez des documents, ça va retarder votre demande. Donc, ça peut prendre 2 à 3 ans. Si vous savez que vous avez vraiment des projets en vue, même si maintenant vous n'avez pas des projets, mais que vous avez des projets en vue, faites-le. C'est vraiment très important d'avoir sa résidence permanente. C'est un conseil que je vous donne. Le second point que j'allais souligner, c'est par rapport, tantôt je l'avais en tête, mais ça commence à m'échapper. Donc, quand je parlais de la résidence permanente, je parlais de demandeurs d'asile. Ok, c'était par rapport au parrainage. Quand vous allez sur le site officiel du gouvernement, ils vous disent que vous pouvez parrainer, que vous ne pouvez pas parrainer. Malheureusement, les frères et les sœurs ne sont pas dans le parrainage. Vous pouvez parrainer vos parents, vous pouvez parrainer les grands-parents, vous pouvez parrainer votre conjoint de fait. Mais vous ne pouvez pas parrainer votre frère, votre soeur, vos nièces, vos neveux, à moins que l'exemption, c'est que ceux-là sont comme orphelins de père et de mère. On dit que les deux parents sont décédés. Par exemple, l'enfant, si vous avez une sœur et que votre sœur était décédée, son conjoint également était décédé, en ce moment-là, vous pouvez comme parrainer l'enfant de votre frère ou de votre sœur décédée, que les deux parents sont décédés. Si un parent est décédé, que l'autre parent ne sait pas où se trouve, par exemple, votre frère avait eu une conjointe, disons eu un enfant, et puis la fille avait abandonné l'enfant et puis était parti. En ce moment-là, ici, le gouvernement, ils n'acceptent pas ça. Ils ne reconnaissent pas ça. Si vous avez un frère ou une sœur qui est en prison également, ou ben, si c'est en prison, malheureusement, vous ne pouvez pas parrainer ses enfants. Donc, il y a vraiment, c'est pas moi, c'est vraiment sur le site du gouvernement. Je mettrai le lien en bas, vous allez pouvoir voir. Il y a vraiment des critères et il y a des exigences. Donc, qui peut être parrainé, qui vous pouvez parrainer, c'est vraiment votre père, votre mère, votre conjoint de fait. Même dans les conjoints de fait, il faut vraiment comme lire c'est quoi un conjoint de fait pour comprendre exactement. Et le parrainage, c'est une longue procédure également. C'est pas parce que vous avez la résidence, pas parce que vous avez la résidence que vous pouvez parrainer, vous croyez qu'aussitôt qu'il viendra. Non, ça prend vraiment du temps. Le troisième point que j'allais vraiment comme parler, il s'agit de la procédure de visa visiteur. Lorsque vous faites votre demande de visa visiteur, je vais vous conseiller, comme je dis, il y a des erreurs qui nous permettent de pouvoir vous donner des conseils et ce sont des faits parfois vécus qui nous permettent de pouvoir vous expliquer. Ça peut être moi, ça peut être autour de moi des personnes qui ont vécu cela et ce sont des expériences qui me permettent de pouvoir vous éclaircir. Excusez-moi si la vidéo n'est pas très claire, ça c'est parce que je pense que mon téléphone est un peu déchargé. Mais qu'est-ce que je voulais dire en fait? Lorsque vous, vous invitez quelqu'un ou lorsque vous faites une demande de visa visiteur, assurez-vous d'avoir tous les documents. Je vous avais déjà dit, si vous avez une invitation de la personne qui va vous recevoir, si la personne va vous recevoir, que vous ayez l'assurance. C'est très important. L'assurance maladie, le but de votre voyage, la preuve d'attachement à votre pays. Ça, c'est très, très important. Ce qui prouve que vous allez repartir dans votre pays. Le billet réservé aller-retour. La date d'arrivée et la date de retour. Lorsque vous mettez des preuves, ils vont vraiment vérifier vos documents. Si vos documents sont corrects, ils vont vous approuver. Vos documents ne sont pas corrects, ils vont vous donner un refus en vertu de la loi. Et ils vont vous dire, ils vont vous expliquer également en vertu de la loi, vous ne respectez pas les critères et tout, voilà pourquoi vous avez eu un refus. Et quand vous avez un premier refus, un deuxième refus, un troisième refus, avant de reprendre, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Parfois, on va vous dire, vous n'avez pas montré suffisamment de fonds et vous allez faire une autre demande. On va vous dire en ce moment-là que vous n'avez pas montré une preuve d'attachement à votre pays
vous donne un refus. La troisième demande que vous allez faire, on va vous dire que, par exemple, que la personne n'est pas convaincue que vous allez repartir. Avant de faire une autre demande, assurez-vous d'avoir tous les documents parce qu'ils ne vont pas vous dire dans un refus toutes les raisons du refus. Ils vont vous donner parfois une seule raison, mais vous allez faire une autre demande et ils vont mettre la deuxième quand vous allez remplir le critère pour lequel vous croyez peut-être que vous avez refusé, si c'était que vous n'avez pas montré que vous avez suffisamment de fonds, que vous mettez suffisamment de fonds, que vous montrez que vous avez suffisamment de fonds, vous faites une demande, là ils vont vous dire écoutez, vous ne remplissez pas tel critère, vous remplissez le critère, ils vont vous dire vous ne remplissez pas tel critère en fait. Malheureusement, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne vont pas vous dire que voilà, il y a tel. On va vous énumérer tous les points pour que vous puissiez les remplir et que vous puissiez faire la demande. Donc, c'est vraiment à vous d'aller chercher l'information sur le site du gouvernement, de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre demande, ce dont vous avez besoin pour votre demande et assurez-vous de remplir tous les critères, s'il vous plaît. Concernant l'invitation, comme j'ai dit, la personne qui vous invite n'est pas responsable de vous ici. Ça ne veut pas dire que c'est parce que cette personne-là vous fait une lettre d'invitation que c'est la personne qui va s'occuper de tout, de vos dépenses et tout ça. Si la personne le mentionne, elle doit faire une déclaration financière, c'est ça? Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, pour dire que c'est la personne qui vous prend en charge. Mais sinon, c'est vraiment à vous de prouver que vous avez suffisamment de fonds et que vous allez venir ici. La personne va vous héberger, la personne va dire également le nombre de personnes et tout ça. J'avais déjà parlé de ça pour la lettre d'invitation et je ne veux pas reparler de ça aujourd'hui. Moi, je veux vraiment vous parler juste pour vous emmener à comprendre. Lorsque vous faites une demande également, je vous dis ça tout le temps, prévoyez vraiment un long temps. Si vous pensez venir passer les fêtes, par exemple, au Canada, et que vous voulez venir en décembre, avant le 23 décembre, par exemple, ou avant le 25 décembre, vous faites la demande en octobre, il se peut que vous ne venez pas au Canada en fin d'année. Et si votre raison, c'était que vous venez passer les fêtes en famille, ben, s'ils n'ont pas comme finalisé votre demande et que les fêtes sont passées, en janvier, ils vont vous dire, écoutez, par exemple, vous donnez un refus parce que les fêtes sont déjà passées, en fait. La raison pour laquelle vous voulez venir est déjà passée. C'est comme quelqu'un qui dit je viens pour les études et que la date de la rentrée est déjà passée. On va lui donner un refus parce qu'on va dire que finalement, vous n'avez pas une dérogation de l'école qui prouve que quand vous allez arriver, que vous allez avoir une rentrée retardée. Vous comprenez? Donc ça joue de beaucoup. Donc prévoyez vraiment, c'est comme quelqu'un qui veut aller en entrevue. Quand vous partez en entrevue, par exemple, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour l'ambassade, pour le visa et tout ça, vous prévoyez vraiment d'arriver à temps avant. Vous pouvez arriver 15 minutes avant, vous pouvez arriver 30 minutes avant. Si vous faites votre demande, vous voulez voyager en décembre et que vous faites votre demande depuis le mois de, je dirais même mai ou je sais pas moi, avant mai parce que maintenant là, c'est vraiment très long. Dès le mois de janvier 2023, vous voulez venir en décembre 2023, faites la demande. Si votre demande est acceptée, plutôt gloire à Dieu. Vous prévoyez, vous pouvez même changer la date de votre voyage et venir plus tôt. Mais vous avez eu votre visa. Au moins, c'est dans votre programme, c'est dans votre délai. Mais ne faites pas l'erreur de faire la demande un mois, 2 mois avant la date de votre voyage ou 3 mois avant la date de votre voyage. Présentement, le délai est très long. Et ce qui est sur le site du gouvernement, il y a quelqu'un qui écrit dans le commentaire pour dire que c'est le mensonge. Ce n'est pas le mensonge, mais sauf que chaque demande est traitée en fonction de la priorité. Quand ils disent que les demandes sont traitées, par exemple, pendant 3 mois ou pendant, ils donnent le nombre de jours, ils disent par exemple 360 jours, je sais pas moi, pendant 12 mois sur le site, toi tu as fait ta demande et que ça fait plus de 12 mois, mais il y a des raisons, parfois ta demande n'est pas complète. Et il faut savoir que présentement, je le dis dans mes vidéos, que les agents travaillent de manière partielle, que ce soit pour les demandes, pour les résidences permanentes, pour les travailleurs qualifiés, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de programmes et il y a beaucoup malheureusement, avec la pandémie, il y a eu vraiment une baisse et il y a eu vraiment un déclic, s'il faut le dire comme ça. Il y a un manque de main-d'œuvre. Et malheureusement, c'est ça. Et c'est ça. Et les demandes sont traitées au cas par cas. Donc, si c'est une demande urgente, par exemple, vous venez pour un cas de santé, de maladie, votre demande, vous allez voir qu'elle sera traitée rapidement. Et vous allez dire, mais comment moi, par exemple, un tel, je la connais, elle a fait la demande, elle a reçu son acceptation rapidement, mais moi, j'ai fait ma demande, ça fait plus de mois, ça fait 3 mois, alors que j'ai fait avant elle. Mais la raison de son voyage, c'est quoi? Parfois, elle vient pour un décès. Vous comprenez, quelqu'un qui vient enterrer son enfant ici au Canada parce que son enfant est décédé, ou quelqu'un qui vient parce que son enfant est malade, ou quelqu'un qui vient parce que sa mère est malade, son père est malade. Anyway, quelqu'un qui vient pour un cas de maladie, un cas de décès, c'est différent qu'une demande de tourisme, vous comprenez? Donc, ils vont prioriser les cas de décès, les cas, par exemple, de maladie, que la demande de tourisme. De tourisme ou touriste, je sais pas.
Donc, il faudrait que vous puissiez comprendre que c'est au cas par cas. Pour les études également, je le dis, ceux qui font des demandes, faites des demandes plus tôt. Par exemple, pour l'automne 2023, vous faites déjà la demande dès maintenant. N'attendez pas d'arriver. Vous allez commencer la rentrée en août. Vous, c'est dès le mois de mai que vous allez faire la demande. Il se peut que vous n'arrivez pas pendant la rentrée, que vous serez obligé de chercher une dérogation. Et là, ça va vous stresser. Évitez le stress. Il y a beaucoup de demandes. Il faut vous dire que si moi je fais la demande présentement, il y a quelqu'un aussi qui pense faire la demande en même temps que moi. Donc, il faut vous dire qu'il y a beaucoup de demandes et moi je préfère faire ma demande en avance et je suis là tranquille, j'attends la réponse. Je sais que le temps que la réponse est en train d'arriver, ça ne me presse pas parce que la rentrée c'est en août et on est encore en janvier. Donc, même si mes repas en janvier, en février, moi j'ai fait ma demande depuis longtemps. Il suffit que j'ai déjà mon acceptation. Ça te laisse le temps de pouvoir faire toutes tes démarches et de pouvoir finaliser tes démarches tranquillement, sans stress. Comprenez? Et le temps que également tu es en train de faire des démarches, tu es en train d'amasser aussi, tu es en train de regrouper l'argent, tu es en train de faire beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment des points qu'il faut mettre devant vous lorsque vous voulez faire des demandes. Euh, Peu importe les demandes que vous faites, il faut vraiment tout planifier. Les documents sont très importants, les preuves sont très importantes. Et l'avantage, c'est que chaque demande, il y a les formulaires d'instruction, ils appellent ça sur le site du gouvernement. Prenez le soin et le temps de télécharger ce formulaire d'instruction pour lire les instructions afin de faire votre demande selon les normes. Lorsque votre demande est faite selon les normes, en ce moment-là, vous allez être approuvé. Moi, je vous ai fait une vidéo avec une de mes petites sœurs qui est arrivée ici au Canada. Elle est venue au Canada pour les études. Elle a fait sa demande depuis 2018 par là, mais elle arrive en 2021, c'est ça? 2020, fin 2022, 2020, c'est ça? Non, 2021. Elle est arrivée en 2021. Ça, c'est son premier hiver. Elle est arrivée en 2021. Vous imaginez depuis 2019 qu'elle avait commencé, je pense, 2018 qu'elle a commencé sa demande. Et 2021, c'est là qu'elle a eu son acceptation et qu'elle est venue au Canada. Donc, imaginez 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, ou 2 ans et demi plus tard. Elle a pris le temps de pouvoir faire cette démarche et de patienter, d'attendre. Et finalement, elle a été approuvée. Elle est ici au Canada. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça que je peux vous faire. Donc, ne soyez pas pressés quand vous faites les demandes, soyez patient. La patience, c'est la meilleure. Soyez patient et soyez persévérant. Il y a d'autres qui disent, oui, mais moi, j'ai postulé, j'ai eu un entretien et puis on m'a pas appelé. Euh, Moi, je connais quelqu'un qui avait postulé, en tout cas pour un employeur, et elle avait tellement postulé pour un employeur, on l'a pris méchamment. Et je pense 2 ans plus tard, ben, elle travaillait pour un autre employeur et puis 2 ans plus tard, elle a décidé, elle a vu euh, une annonce, elle s'est dit, écoute, je veux postuler. Et finalement là, cette fois-ci, on l'a pris. Vous comprenez? Donc, les années qui passaient là-bas, où elle postulait, mais on la prenait pas. C'est pas qu'elle n'était pas compétente, mais peut-être que les postes pour lesquels elle postulait, c'était pas par rapport à ses compétences et tout, c'était pas le poste qui était destiné pour elle. Et là, présentement, elle travaille dans cette compagnie-là, mais quand elle explique ça, les gens ne croient pas. J'ai déjà postulé pour vous, mais on m'avait jamais pris. C'était pas ce poste qui était destiné pour elle. Mais là, maintenant, c'est son poste. Donc, quand vous allez sur le site guichet emploi, prenez le temps de postuler. En tout cas, ça ne vous coûte rien, ça vous enlève rien. Si on vous répond, c'est bon. On vous répond pas, c'est bon. Vous postulez. Continuez de postuler jusqu'à ce qu'un jour, un employeur s'intéresse sur votre CV. Et quand vous postulez, ne mettez pas, c'est pas que le CV que tu as mis hier, c'est le même. Mettez votre CV à jour, actualisez votre CV. Quand je parle d'actualiser votre CV par rapport aux années, vos expériences, que votre CV soit la vitrine. Vous savez, lorsque on vend quelque chose dans une boutique, il y a une vitrine et la vitrine, on met généralement les meilleurs vêtements, les meilleures chaussures, ce qui attire l'attention. Et par la suite, c'est ça qui fait la publicité, sans même qu'on puisse parler, que c'est ce qui va attirer comme les acheteurs, les clients qui vont rentrer dans cette boutique-là, parce que la vitrine, c'est le marketing même de la boutique. C'est comme votre CV. Votre CV, c'est ce qui vous représente. Vous êtes pas encore arrivé au Canada, mais quand vous postulez pour je sais pas moi, pour des postes au Canada, c'est votre CV voyage. Il vient au Canada. Mais il faudrait que votre CV puisse charmer les employeurs, les employeurs, c'est ça, pour qu'eux ils puissent vous accepter, pour qu'ils puissent vous embaucher.
Ok, donc il faudrait que votre CV puisse vous représenter valablement. Ne faites pas de CV à la va-vite quand vous le faites, surtout les Africains. Nous, là, on a la mauvaise habitude dans nos pays africains. Là, on va au cyber, là-bas, on nous fait un CV façon, et puis on met ça comme ça. Non, respectez les normes. Allez-y lire. C'est quoi le CV canadien? Quelles sont les normes du CV canadien? Dans le CV canadien, on ne met pas la religion. On ne met pas j'aime le sport, j'aime le foot, ou j'aime manger, ou j'aime dormir, ou j'aime chanter. Je prie à telle église, le nom de ton église, le nom de quoi? Non. Dans le CV canadien, il n'y a pas tout ça. Peut-être que l'employeur est musulman et que toi, tu es chrétien. Si toi, tu mets ça, ça va comme, il va se dire, écoute, moi, je veux pas recruter des chrétiens. Ça va comme mettre un frein. Donc, c'est pour ça qu'ici, la loi recommande que vous ne puissiez pas mettre ça. Et la photo. Hmm. Moi, je brille comme ça, là. Moi, je brille comme ça, et puis je prends une photo, tchac. Puis je vais sur Snapchat, et puis j'arrange encore ma photo, et puis j'embellis ça, et puis je mets sur mon CV. Puis l'employeur, là, lui, quand tu me vois comme ça, là, imagine qu'il m'aime pour mon physique. Et demain, il me demande, ça fonctionne pas, lui et moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, c'est vraiment ce qui doit attirer, ce que vous devez embellir, ce sont vos compétences, votre expérience professionnelle. Donc, faites un CV à l'image des employeurs. Dis-toi, si moi, je recrutais, est-ce que si je regarde mon CV, est-ce que ça va attirer mon attention? C'est quand en fait les CV, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que si moi, je me mettais à la place de cet employeur-là et que je recherchais un employé ou un travailleur, est-ce que ce CV-là me convainc? En ce moment-là, vous allez embellir votre CV. Pas de mensonges, mais mettre votre CV, vos compétences, votre expérience en avant. Et personnalisez votre CV en fonction également du poste convoité. Le poste convoité, on dit on cherche quelqu'un qui est enthousiaste, quelqu'un qui a la sympathie, quelqu'un qui a l'écoute active, quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui peut travailler sous pression, quelqu'un qui a une facilité d'adaptation. Toi, dans ton CV, on ne retrouve rien de ça. Tu mets seulement j'ai travaillé, je sais pas moi, c'est au service à la clientèle, où j'ai travaillé dans un centre d'achat, je sais pas moi, au Sénégal, où j'ai travaillé, je ne sais où, j'ai travaillé à ces plazas, j'ai travaillé à l'hôtel Blue, je ne sais quoi, et puis il n'y a aucun détail. Quelles étaient tes tâches, qu'est-ce que tu faisais, est-ce que tu étais à l'accueil, est-ce que tu recevais les gens, même quand on était à l'accueil, oui, réception des appels téléphoniques, euh, diriger les clients, faire le cahier, je sais pas moi, d'adresse, ou je sais pas comment vous expliquer ça, remplir entrer les informations dans l'ordinateur, les données, mettre à jour les données des clients et tout ça. Ce que tu faisais, tu dois comme détailler ça par point. On te demande pas de faire le récit comme on fait, je sais pas moi, en bref, mais ce sont des points en fait. Des points voilà, reformuler ton travail en quelques points clés. Réception d'appel, hein, analyser les données, je sais pas moi, mise à jour des données dans le système informatique, tenir le cahier de jour, planifier par exemple, ou encore nettoyage des chambres, orienter les clients, hein, faire la promotion de la structure. Donc tu écris. Trouver résoudre des problèmes ou trouver des solutions, ça dépend du département dans lequel tu étais. Si dans un centre d'appel, tu dois expliquer exactement ce que tu faisais. Recevoir les appels, traiter les demandes des clients, expliquer la facturation ou acheminer les appels dans des départements selon, je sais pas moi, selon le cas ou selon la situation. Donc, ton CV doit te représenter. OK? Donc, prenez vraiment le temps de faire votre CV à l'image d'un CV canadien. Que ce soit en France, ça sera l'image d'un CV français pour attirer l'attention des employeurs. Donc voilà, c'est ce à quoi je voulais parler un peu ce soir. Et puis il y a certaines personnes qui me posent vraiment des questions que je ne réponds pas parce que vraiment pour moi, excusez-moi, c'est vraiment du temps perdu. J'ai pas que ça à faire. Il y a des gens parfois qui m'écrivent, qui me disent je veux que tu me répondes, réponds-moi urgemment. Écoutez, je travaille pas pour vous. J'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des occupations et je suis super occupée. Donc, lorsque vous écrivez, vous me faites une demande, vous n'allez pas m'exiger de vous répondre urgemment ou je sais pas quoi. Il n'y a rien d'urgent. Je ne travaille pas à l'immigration. C'est pas moi qui vais vous donner le visa. Ce qui est urgent, c'est là où on va vous donner le visa. Quand vous me posez une question, soyez patient que je puisse vous reprendre. Même si ça prend une semaine, soyez patient. Et de sur quoi, posez des questions, pas des questions que je vous ai déjà répondu. Vous me posez la question, c'est la personne qui doit m'inviter, c'est la personne qui doit payer mon billet et tout. Mais ça, c'est vous, arrangez-vous entre vous là-bas. Posez-moi des questions, excusez-moi du terme, mais des questions intelligentes.
qui vont me pousser aussi à aller faire des recherches. Et pas des questions que toi-même, déjà, quand tu écoutes la vidéo, tu as déjà la réponse, mais tu vas encore me poser cette même question. Est-ce que, je sais pas, s'il vous plaît. Donc voilà, je ferai, comme je l'ai dit, prochainement, je ferai des vidéos dans peu de jours. Je ferai vraiment des vidéos. Ça serait des vidéos très, très intéressantes. Restez branchés, comme on dit. Restez connectés. Partagez les vidéos, likez. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime énormément et je vous dis bye.